7 ans après la disparition d'une femme, une piste conduit les détectives à une rampe de mise à l'eau de bateau sur le Missouri, aux États-Unis. C'est dans les eaux troubles de cette rivière qu'ils devront trouver la preuve qu'elle a été victime d'un meurtre. Dans un comté rural de Virginie, des policiers doivent identifier une victime uniquement à partir d'un crâne et d'un bijou. Cela sera-t-il suffisant pour retrouver le meurtrier? On signale la disparition d'une femme. Quelques semaines plus tard, des policiers retrouvent son corps. Ils doivent poursuivre leur enquête avec seulement quelques morceaux de ruban adhésif. Il n'est pas facile de prouver qu'un homicide a été commis en l'absence du corps de la victime. Mais aujourd'hui, les experts en criminalistique peuvent lui rendre justice, même si elle a été portée disparue depuis plusieurs mois, voire même des années. Maryville, au Missouri, est une petite ville du Midwest américain. En 1990, elle fut confrontée à un problème de taille, l'industrie grandissante de la fabrication de méthamphétamine. Pour mener leur enquête à terme, les détectives devaient obtenir l'aide de quelqu'un de l'intérieur. Christine Elkins avait été arrêtée pour avoir vendu cette drogue. En échange de la protection de la police, elle accepta de dissimuler un magnétophone sur elle pour rencontrer son fournisseur. Le 26 juillet 1990, sous le regard vigilant des enquêteurs, Elkins rencontra Tony Emery chez lui. Dès qu'elle franchit le seuil de sa porte, Emery eut des soupçons. Il la saisit vivement et commença à la fouiller. Il menaça de la tuer si jamais elle le trahissait. L'agent Mike Schmitz de l'ATF, le bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu, dirigeait cette enquête. À son retour, elle était très inquiète. Elle nous a dit qu'il se doutait qu'elle portait un micro et qu'il a tenté de le trouver. Elle était bouleversée. Christine craignait pour sa sécurité. Les agents lui conseillèrent de ne plus revoir Tony. L'enregistrement obtenu par la jeune femme était indéchiffrable. Pour porter des accusations contre ce fabricant de drogue, les agents ne devraient compter que sur le témoignage de Christine. Quelques semaines avant la déposition de Christine, les policiers reçurent un appel de sa mère. Elle n'avait pas eu de ses nouvelles depuis quelques jours et s'inquiétait pour elle. Les policiers fouillèrent sa maison mais ne trouvèrent aucune trace de lutte. Sa voiture, une Oldsmobile marron, n'était plus dans l'allée. Pour cette enquête, les policiers de l'État du Missouri travaillaient en collaboration avec l'ATF. Voici l'enquêteur Larry Bodenhammer. Au moment où Christine a disparu, l'enquête a changé de cap. Nous nous demandions où elle se trouvait, ce qui lui était arrivé. Il nous fallait découvrir si elle était partie de son plein gré ou si au contraire quelque chose de grave lui était arrivé. Les enquêteurs interrogèrent les amis et les connaissances de Christine. L'une d'entre elles déclara qu'elle l'avait vue vers 22 heures le soir précédant sa disparition. Christine lui avait demandé de s'occuper de son fils pendant quelques minutes parce qu'elle devait rencontrer quelqu'un. Elle lui avait alors dit que si elle ne rentrait pas très vite, on la retrouverait sans doute à la morgue. Personne ne l'avait revue depuis. Les agents de l'ATF et les policiers avaient de bonnes raisons de croire que Tony Emery avait joué un rôle dans cette disparition. Mais sans indice du crime, on ne pouvait prouver son implication, même s'il avait un mobile évident.
3 semaines plus tard, un agent de l'agence américaine antidrogue basée au Colorado donna un tuyau aux policiers de Maryville. Un fabricant de méthamphétamine menacé d'être écroué dans une prison fédérale était prêt à parler en échange d'une peine réduite. Il détenait des informations à propos du meurtre d'une délatrice de Maryville. Tout portait à croire qu'il s'agissait de Christine Elkins. Des policiers de Maryville se rendirent au Colorado accompagnés d'agents de l'ATF pour interroger James Witt. Ce dernier fabriquait des méthamphétamines pour Tony Emery et son cousin Herb. Il avait entendu les deux hommes parler du meurtre d'une informatrice au Missouri. Witt accepta de rencontrer Herb et d'enregistrer sa conversation avec lui. Les autorités espéraient ainsi obtenir les détails entourant ce meurtre et peut-être retrouver le corps de Christine Elkins. 3 mois après la disparition de Christine, Witt rencontra Herb Emery dans le stationnement d'un restaurant. Les agents écoutaient leur conversation depuis une voiture garée à proximité. Witt déclara à Herb qu'il devait se débarrasser d'un cadavre et qu'il avait besoin de ses conseils. Ce dernier lui dit que la meilleure façon de se débarrasser d'un corps était de le mettre dans le coffre d'une voiture et de l'abandonner au fond d'une carrière de pierre. C'était un bon point de départ. À l'aide d'une carte très précise des lieux, ils identifièrent toutes les carrières de pierre assez profondes pour qu'on puisse y dissimuler une voiture. Le Midwest américain est une région où l'on trouve énormément de calcaire et il y a des centaines de carrières. Pour mieux cibler leurs recherches, les policiers devaient se mettre dans la peau des tueurs. Quand on conduit la voiture de la victime et que son corps se trouve dans le coffre, quel sera notre comportement? On évitera certainement de parcourir une trop grande distance et on voudra éviter de tomber en panne. Au moment de la disparition, c'était la saison des pluies. Il était donc risqué de rouler à travers champs à cause du danger de s'enliser dans la boue. Les policiers établirent un secteur de recherche d'un rayon de 120 km. Mais le nombre de carrières à fouiller s'élevait encore à plusieurs centaines. Au cours des mois qui suivirent, ils les fouillèrent systématiquement. Malheureusement, leurs recherches furent vaines. Pour l'ATF, la police d'État du Missouri et celle de Maryville, les Emery étaient des hommes dangereux. On ne disposait cependant pas de preuves pour les faire inculper de meurtre. On mit sur pied une escouade spéciale chargée de trouver la meilleure stratégie pour les neutraliser jusqu'à ce qu'on puisse procéder à des accusations d'homicide. Les agents fédéraux firent de nouveau appel à James Witt, cette fois-ci pour procéder à une vente de méthamphétamine. Après avoir convenu d'un lieu de réunion, Herb et Tony Emery rencontrèrent Witt. Tony Emery donna alors $20 000 à Witt en échange de plusieurs kilos de drogue. Les agents assistèrent à toute la scène. Ils firent irruption dans la pièce et procédèrent à leur arrestation. Au cours de l'été 1991, Herb et Tony Emery furent accusés de complot pour entreposage et vente de drogue. Ils furent tous deux condamnés à 9 ans d'incarcération dans un pénitencier fédéral. Une fois les Emery en prison, les autorités purent se concentrer sur la disparition et l'homicide possible de Christine Elkins. Selon l'enquêteur Randy Strong de la police de Maryville, il était risqué de trouver Tony Emery sur son chemin. Les gens vivaient dans la peur de Tony Emery. Les témoins de ces crimes refusaient de nous aider ou se désistaient tout simplement. Ils ne voulaient pas parler par crainte des représailles. Une fois les cousins Emery derrière les barreaux, les policiers espéraient que leurs complices n'auraient plus peur de parler. Ils trouvèrent enfin une piste. Au cours de sa conversation enregistrée avec James Witt, Herb Emery avait mentionné le nom d'un 3e homme présent lors du meurtre. Bobby Miller, un ami de Herb, vivait au Colorado. Les enquêteurs tentèrent de l'interroger, mais n'obtinrent rien de sa part. Même en prison, les Emery avaient encore un lourd ascendant sur leur entourage.
Les policiers ne savaient plus dans quelle direction aller. Ils réexaminèrent attentivement le dossier pour y trouver un indice qui aurait échappé à leur attention et leur permettrait d'établir la culpabilité des Emery dans le meurtre de Christine. Ils trouvèrent les relevés téléphoniques de Herb Emery. Au moment de la disparition de Christine, Herb avait fait un appel téléphonique à Bobby Miller. Apparemment, ce dernier avait loué une camionnette près de Maryville au cours de la soirée où Christine avait été vue pour la dernière fois. Cela pouvait indiquer qu'il était impliqué. Maintenant, il fallait le faire parler. En septembre 1996, soit 6 ans après la disparition de Christine, les policiers rencontrèrent Miller de nouveau. Ils lui offrirent leur protection en échange de son témoignage. Son avocat lui conseilla d'accepter l'offre. Miller reconnut alors qu'il se trouvait à l'extérieur devant la propriété de Herb Emery le soir de la disparition de Christine Elkins. Il l'avait vu entrer dans la maison. Herb et Tony l'y attendaient. En entendant des cris, Miller fut pris de panique et il s'enfuit. Les enquêteurs se doutaient bien de ce qui avait pu se produire ensuite. Mais sans corps, il serait difficile, voire impossible, de faire inculper les Emery. Cette année s'était écoulée depuis la disparition de Christine Elkins. L'ATF et les services de police du Missouri et de Maryville disposaient du témoignage de Bobby Miller qui disait qu'elle avait été assassinée, mais rien n'étayait ses déclarations. Le temps commençait à manquer. Les 2 suspects, Tony et Herb Emery, allaient bientôt être remis en liberté conditionnelle. Les autorités étaient déterminées à les empêcher de sortir de prison. Ils examinèrent chacun des aspects de leur dossier. On décida de fouiller un peu les antécédents de leur entourage. Dana Kleiser n'était pas directement reliée aux Emery ni à leur trafic de drogue. En fait, les enquêteurs ne l'interrogèrent que pour une raison. Il avait déjà fréquenté la sœur de Tony. Selon Kleiser, Tony Emery s'était rendu à sa ferme le soir de la disparition de Christine. Il avait réclamé un peu d'essence, puis demandé à Kleiser de lui indiquer où se trouvait la rampe de mise à l'eau la plus proche. Kleiser connaissait Emery de par sa réputation et il prit soin de ne lui poser aucune question. Il le conduisit à une rampe de mise à l'eau sur le Missouri. Tony lui demanda de l'attendre à quelques kilomètres de là. Cette information laissait croire que c'était peut-être à cet endroit que se trouvait la voiture de Christine et son cadavre. Nous avons alors compris que nous devions chercher son corps dans les eaux de la rivière Missouri. Il y avait eu cependant une importante inondation en 1993. Je me souviens très clairement m'être dit que le corps de Christine était sans doute déjà dans le golfe du Mexique à cause de cette crue. Il y a en permanence de puissants courants dans le Missouri capables de déplacer des objets de la taille d'une voiture sur de grandes distances. Ces courants sont devenus encore plus puissants lors de la crue de 1993. La rivière s'est alors transformée en un véritable torrent et a causé des dommages de plusieurs millions de dollars. Encore une fois, les chances de trouver quelque chose étaient minimes, mais c'était la seule piste des enquêteurs. Pour inculper les cousins Emery, ils devaient absolument retrouver la voiture de Christine. Ils firent appel à un organisme à but non lucratif, NecroSearch International. Les scientifiques de cet organisme, basé au Colorado, participent régulièrement à la recherche d'indices et de tombes clandestines. Lorsque Clark Davenport, expert en géophysique judiciaire, arriva près de la rampe de mise à l'eau, il avait déjà recueilli quantité d'informations. Avant de prendre les mesures magnétiques, nous avons pris en compte la marque et le modèle de la voiture. Et nous avons demandé au manufacturier quelle était la quantité de métal dans le moteur. Nous nous sommes également informés sur la vitesse des courants de la rivière, la nature de son lit ainsi que les crues qui avaient eu lieu après la disparition de la voiture. Nous avons estimé le temps que le véhicule a pris pour s'enfoncer dans l'eau.
Forts de ces informations, les experts de Necrosearch fouillèrent les eaux dans une aire d'environ 4 km autour de la rampe de mise à l'eau. Ils utilisaient un magnétomètre, un instrument en forme de torpille qui mesure les variations magnétiques. Cet instrument est placé à plusieurs mètres de la surface de l'eau et donne un relevé toutes les 2 secondes. Il peut aisément identifier de grosses masses telles que les voitures. En conjonction avec des satellites de positionnement, il permit aux experts d'identifier 5 masses anormales dans le lit de la rivière. Ces anomalies concordaient à celles qu'aurait laissées une voiture de cette dimension. Le lendemain, les enquêteurs revinrent à la rampe de mise à l'eau avec une équipe de plongeurs. Ces derniers durent lutter contre le courant pour fouiller les 5 sites indiqués par Clark Davenport. Quelques heures plus tard, un plongeur remonta à la surface avec une plaque d'immatriculation du Missouri en main. Envers et contre tout, les détectives avaient enfin trouvé la voiture de Christine Elkins. Ça a été un moment incroyable. C'était un peu comme si nous avions vu l'épée d'Excalibur surgir des eaux. L'émotion que nous avons ressentie était très intense. Nous nous rapprochions du but. On allait enfin pouvoir clore l'enquête. Les plongeurs attachèrent des câbles à la voiture pour la sortir des eaux de la rivière. Elle fut ensuite remorquée à un garage de Maryville pour y être examinée. À l'intérieur, on découvrit un morceau de bois fixé entre le siège du passager et l'accélérateur. Dans le coffre, les experts trouvèrent des ossements enveloppés dans un sous-tapis. Le médecin légiste effectua des radiographies. Il put confirmer qu'on avait enfin retrouvé les restes de Christine Elkins. L'autopsie révéla un gros trou dans le crâne, ce qui démontrait qu'on lui avait administré un coup avec un objet contondant. Apparemment, on avait battu Christine à mort. Les enquêteurs avaient maintenant assez d'indices pour faire accuser les cousins Emery de meurtre. Tony a sans doute découvert que Christine devait témoigner contre lui. Il lui a offert de l'argent pour qu'elle prenne le large. Elle le craignait trop pour le contredire. Mais quand elle s'est rendue chez lui ce soir-là, elle a compris que les Emery avaient d'autres plans pour elle. Dès qu'elle est entrée, Tony et Herb l'ont attaquée. Tony lui a asséné le coup fatal à la nuque à l'aide d'une lampe de poche. Les 2 hommes ont ensuite enveloppé le corps de la victime dans le sous-tapis avant de le mettre dans le coffre de sa voiture et de se rendre jusqu'à la rampe de mise à l'eau. Tony s'est alors servi d'un bout de bois pour coincer l'accélérateur et il a envoyé la voiture dans les eaux de la rivière. Herb Emery s'est reconnu coupable du meurtre. Il a été condamné à 22 ans d'emprisonnement. Tony Emery a été jugé coupable de meurtre au 1er degré. Il a été condamné à l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. À Maryville, les autorités policières connaissaient le nom de la victime et ils disposaient de suspects. Ils ont quand même dû travailler pendant 7 ans pour retrouver son corps. Dans un comté rural de Virginie, des enquêteurs devraient commencer par identifier un cadavre avant de se mettre sur la piste de son meurtrier. Amelia County occupe un très grand secteur au cœur des collines de l'ouest de la Virginie. C'est un endroit où tout le monde se connaît et le taux de criminalité y est très bas. Ici, il n'y a pas de meurtre. En 1990, au cours d'une chasse au chevreuil, un homme fit une découverte macabre. Sur la rive d'une petite crique, il trouva un crâne humain. Il l'apporta au service de police d'Amelia County où le shérif Jimmy Weaver l'examina.
À en juger par son état, il était soumis aux éléments depuis un certain temps. La présence d'un long cheveu roux ainsi que certaines caractéristiques délicates du crâne laissaient croire qu'il s'agissait d'une femme. Un trou traversait le crâne de part en part, ce qui indiquait qu'elle avait été tuée par un projectile. Le shérif Weaver et son assistant se rendirent à l'endroit de la découverte. En me rendant sur les lieux, je me demandais de qui il pouvait bien s'agir. Aucune disparition n'avait été signalée. Amelia est peu peuplée. Lorsque quelque chose de grave s'y produit, nous le savons tout de suite. Après avoir dressé un périmètre de sécurité, Weaver mena une fouille exhaustive. On trouva d'autres ossements, des bijoux, un pan de couverture et un morceau de jean. Il était possible que des animaux aient éparpillé d'autres indices. C'est pourquoi les enquêteurs élargirent leur champ de recherche. Ils découvrirent bientôt ce qui semblait être l'os d'un bras et un bracelet en or. Ces indices confirmaient les soupçons de Weaver quant au sexe de la victime. Il envoya les indices au bureau du coroner de l'État, à Richmond, pour analyse. Le médecin légiste en chef, Marcella Fierro, examina les ossements. Le crâne recelait énormément d'informations sur la victime. J'ai d'abord constaté qu'il s'agissait d'une jeune femme de race blanche. Secundo, les blessures indiquaient qu'elle avait été tuée d'un projectile. La trajectoire de la balle, d'une paroi du crâne à l'autre, indiquait que cette blessure lui avait été fatale. Les experts examinèrent tous les ossements. Ils purent ensuite déterminer que la victime mesurait entre 1,55 m et 1,60 m et que ses cheveux étaient blond roux. La description de la victime fut envoyée à divers services de police de l'État de Virginie. Maintenant, tout ce que le shérif Weaver pouvait faire était d'attendre que quelqu'un trouve une description qui correspondait à la victime d'Amelia County. En janvier 1990, au bureau du shérif d'Amelia County, en Virginie, on cherchait à découvrir l'identité d'une victime dont les ossements avaient été retrouvés dans un secteur isolé. On attendit guère longtemps. Des policiers de Chesapeake rapportèrent qu'une femme disparue 8 mois plus tôt correspondait à la description de la victime. Ces relevés dentaires confirmèrent que la victime s'appelait Regina Botkowski, 29 ans. Ses amis l'appelaient Ginny. Le même jour, des agents de police se rendirent chez sa mère pour lui montrer les bijoux trouvés sur la scène. Elle les reconnut sans hésitation. Le service de police de Chesapeake remit le dossier de Botkowski au service d'Amelia County. Weaver put prendre connaissance des détails entourant la disparition de la victime. Au cours de la soirée du 6 mai 1989, la colocataire de Ginny constata que la porte d'entrée de leur appartement avait été forcée. Inquiète, elle vérifia dans le stationnement pour voir si la voiture de Ginny s'y trouvait, mais elle n'était pas là. Elle appela alors la mère de son amie. Cette dernière lui dit qu'elle avait parlé à Ginny à 22h45 la veille. Le shérif Weaver apprit ensuite que Ginny avait une relation orageuse avec un certain Pernell Jefferson. Ginny l'avait rencontré au gymnase où il était entraîneur. Ils se fréquentaient depuis quelques mois. Mais Jefferson était trop possessif et Ginny avait tenté de prendre ses distances. Il avait refusé de lui rendre sa liberté. L'obsession de Jefferson devint évidente lorsqu'il enleva Ginny en mars 1989. Par un hasard incroyable, plus de 7 minutes de la lutte furent enregistrées sur le répondeur de Ginny. Le contenu de ce ruban était très dramatique. Personne ne savait comment la machine s'était mise en marche. On pouvait entendre la victime dire « Non, Pernell, ne me fais pas mal, ne fais pas ça », et d'autres choses du genre.
Il y avait aussi des bruits de fond. Ce qui était le plus troublant, c'était les profonds sanglots de Ginny. La colocataire de Ginny parla à Jefferson de cet enregistrement et menaça de mettre la police à ses trousses. Il accepta alors de redonner à Ginny sa liberté. Par crainte qu'il ne s'en prenne à ses proches, elle refusa de porter plainte contre lui. 2 mois plus tard, Ginny Botkowski disparut pour la seconde fois. Le shérif Weaver décida de faire enquête sur ce Purnell Jefferson. Il obtint une piste des parents de Ginny. Ces derniers avaient reçu une lettre du gérant d'un immeuble de Richmond, en Virginie, concernant la voiture de leur fille. Richmond était à 200 km de chez elle. Apparemment, la voiture se trouvait dans le stationnement de l'immeuble depuis 6 mois. Un des résidents déclara à la police connaître l'individu qui conduisait cette voiture. La voiture de Ginny avait changé de propriétaire à de nombreuses reprises. Les policiers retracèrent enfin un certain Daryl Jones qui était détenu à la prison de Henrico County. Jones déclara qu'il avait acheté le véhicule de Wes Green. Green était alors accompagné d'un inconnu qui avait dit que la voiture appartenait à son ami de cœur. Les enquêteurs croyaient que cet inconnu était Purnell Jefferson. Ils désiraient en savoir davantage et pensaient que Wes Green pouvait leur être utile. Mais d'abord, ils devaient le retrouver. Ils le retracèrent dans un autre immeuble de Richmond. Il reconnut avoir aidé Jefferson à se débarrasser de la voiture de Ginny. L'agent de police qui l'interrogeait ne lâcha pas prise. Green lui révéla alors que durant la même période que celle de la disparition de Ginny, Jefferson avait emprunté la voiture d'un de ses collègues. Si le suspect s'était servi de cette voiture pour se débarrasser du corps de Ginny, il y avait peut-être encore des indices à y prélever. Les policiers se rendirent à l'entreprise de location d'électroménager où Jefferson avait déjà travaillé. Un de ses anciens collègues confirma que le jour de la disparition de Ginny, soit le 5 mai, Jefferson lui avait emprunté sa voiture. Il ne la lui avait rendue que tard dans la soirée. Quelques jours plus tard, Jefferson était parti manger, mais n'était jamais revenu au travail ensuite. Les enquêteurs obtinrent du collègue de Jefferson l'autorisation de fouiller sa voiture. Ils y trouvèrent des indices incriminants, notamment des traces de chaux reconnues pour accélérer le processus de décomposition. Et plus important encore, un cheveu blond roux, identique à celui découvert sur le crâne de Ginny Botkowski. On envoya ce cheveu au laboratoire judiciaire pour analyse. On compara les 2 échantillons. Ils étaient de même texture et de couleur identiques. Les enquêteurs disposaient maintenant d'un premier lien solide entre leur suspect Jefferson et la victime, Ginny Botkowski. Le shérif Weaver obtint un mandat d'arrestation de Purnell Jefferson pour meurtre au 1er degré. Les autorités retracèrent le suspect à Stuart, en Floride, où il s'était installé peu après la disparition de Ginny. Le 3 février 1990, une unité SWAT fit irruption dans la maison du suspect. Il s'était caché dans un placard. On le mit en détention provisoire. 5 mois plus tard, Jefferson fut envoyé à Amelia County pour y subir son procès. Grâce aux indices, les enquêteurs ont reconstitué les événements de la nuit où Ginny Botkowski est morte. Le 5 mai 1989, Purnell Jefferson et Wes Green ont quitté Richmond pour se rendre à Chesapeake. Ils sont entrés par effraction dans la maison de Ginny pendant qu'elle dormait. Elle a tenté de se défendre, mais Jefferson l'a sortie de force de chez elle. Il l'a fait monter à bord de sa propre voiture. Il a alors pris la fuite avec elle. Green est parti de son côté.
Les enquêteurs n'ont jamais su à quel endroit exactement Ginny a été assassinée. Ils croient que Jefferson s'est d'abord arrêté sur la route en direction de Richmond. Il a abandonné le corps à l'extérieur de la ville, mais comme il craignait que quelqu'un ne le retrouve, il a demandé à Wes Green de l'aider. Les deux hommes ont emporté le corps de Ginny à Amelia County, où ils l'ont enterré dans une fosse peu profonde. Le 28 mars 1991, Pernell Jefferson a comparu à la cour d'Amelia County pour le meurtre de Ginny Botkowski. Il a été jugé coupable de meurtre au premier degré et condamné à une sentence minimale de 25 ans. Wes Green a également été condamné pour sa complicité dans l'enlèvement de Ginny. Dans la majorité des enquêtes entourant un meurtre, le coupable fait souvent partie de l'entourage immédiat de la victime. Mais lorsqu'un tueur s'attaque à des inconnus, il est encore plus difficile à retrouver. Située au confluent de deux rivières, Wichita, au Kansas, est une ville américaine typique qui a conservé un certain cachet du Far West. Dans cette histoire, certains noms ont été changés. Le 17 septembre 1995, une femme téléphona au service de police de Wichita pour signaler la disparition de son amie. Vers 1h30 du matin, la veille, Jody McCown était montée à bord d'une voiture marron sur Broadway Sud et elle n'était pas revenue. En général, on retrouve les personnes portées disparues quelques jours plus tard. Mais la rue Broadway est située dans un secteur chaud où se côtoient prostituées et revendeurs de drogue. Les policiers de Wichita se mirent donc tout de suite à la recherche de Jody McCown. Ils contactèrent Becky Sims, la femme qui avait signalé sa disparition. Ils espéraient qu'elle pourrait leur donner davantage d'informations. Becky leur dit qu'elle était en compagnie de Jody et de son ami Keith Perry le dernier soir où elle l'avait vue. Un homme à bord d'une voiture marron s'était approché d'eux et leur avait dit qu'il était à la recherche de drogue. Il se présenta sous le nom de Chester Higginbottom. Jody et Keith montèrent à bord de sa voiture pour s'entretenir avec lui. Becky entendit l'homme offrir 200 $ à Jody pour qu'elle l'aide à trouver de la drogue. Jody était hésitante, mais Keith l'encouragea à accepter car ils avaient besoin de cet argent. Il prit une avance de 100 $ et sortit de la voiture. Selon le détective Dana Gouge, Becky trouvait assez inquiétante l'étrange requête d'Higginbottom. Le fait qu'il offre un tel montant à Jody l'a rendue méfiante. Ça lui a paru si étrange qu'elle a même noté le numéro de sa plaque d'immatriculation. Les enquêteurs identifièrent sans mal le propriétaire du véhicule. Il s'appelait Matthew Murphy. Il vivait dans la ville voisine de Newton. Qui était donc Chester Higginbottom et quel était son lien avec ce Murphy? Les détectives vérifièrent les antécédents des deux hommes. En comparant les empreintes digitales et les photos, ils s'aperçurent que Matthew Murphy et Chester Higginbottom étaient en fait le même homme. Il avait été arrêté pour des vols quelques années plus tôt sous les deux noms. Murphy était aussi recherché dans d'autres États pour vol. Pour le lieutenant Ken Landwehr de la police de Wichita, le fait qu'il ait changé d'identité et qu'il ait fait l'objet d'autant d'arrestations le rendait suspect. Quand nous avons découvert que Matthew Murphy était le faux nom de Chester Higginbottom, nous avons tout de suite cru que c'était là la preuve qu'il avait quelque chose à cacher. Il s'agissait sans doute de choses plus graves que de simples vols ou de cambriolage. Les policiers rejoignirent Higginbottom par téléphone. Ce dernier reconnut avoir fait monter Jody McCown à bord de sa voiture le 16 septembre. Mais il déclara qu'il l'avait déposée un peu plus tard et qu'il ne l'avait pas revue par la suite. Higginbottom était la dernière personne à avoir vu Jody. Les enquêteurs n'eurent donc aucun mal à obtenir un mandat de perquisition. Peu importe ce qu'il tentait de cacher, les enquêteurs avaient l'espoir de trouver des réponses chez lui. Les services de police de Wichita et de Newton au Kansas
étaient aux prises avec un cas de disparition, celle de Jody McCown, 28 ans. La dernière fois qu'on l'avait vue, elle était en compagnie de Chester Higginbotham. Quand les enquêteurs arrivèrent chez lui, il n'y avait personne. Leur mandat de perquisition leur permit cependant de commencer la recherche d'indices. Selon le détective T. Walton, rien ne laissait présumer qu'il y avait eu homicide. Nous avons recueilli des fibres à même la moquette. Nous avons examiné ses bottes et ses chaussures. Nous avons cherché un cadavre, mais nous n'en avons pas trouvé. Les enquêteurs étaient en plein travail quand une voiture arriva dans l'allée et qu'un couple en sortit. Calmement, l'homme s'identifia comme étant Matthew Murphy. Il demanda aux agents pourquoi ils étaient là. Ces derniers lui présentèrent leur mandat et ils le conduisirent au poste de police pour lui faire subir un interrogatoire. Murphy admit que son vrai nom était Chester Higginbotham. Le nom de Murphy lui avait été attribué par la police fédérale car sa femme et lui étaient témoins dans une affaire de meurtre perpétrée par un membre de la mafia. De nouveau, il répéta que le 16 septembre, il avait fait monter à bord de sa voiture une femme dont la description correspondait à celle de Jody McCown. Elle lui avait dit qu'elle devait quitter la ville. Il l'avait donc déposée à la gare routière vers minuit. Sa déclaration ne semblait guère plausible. Il ne pouvait pas avoir déposé Jody à cette heure puisque les gares routières étaient fermées à Wichita. Autant la gare d'autobus de la ville que celle des autocars pour les longs trajets. Mais il a insisté sur le fait que c'était bien ce qu'il avait fait. Nous nous doutions qu'il mentait. À la requête des enquêteurs, Higginbotham accepta de donner des échantillons de son sang, de ses cheveux et de sa salive, advenant le cas où l'on pourrait procéder à des comparaisons d'ADN. Les détectives interrogèrent ensuite sa femme, Vicky. Elle déclara qu'elle ignorait que le vrai nom de son mari était Higginbotham. Ce faisant, elle enleva toute crédibilité à ses déclarations à propos du programme de protection dont il avait parlé. Vicky déclara également que leur mariage ne fonctionnait plus et qu'elle croyait que son mari la trompait. On lui demanda ensuite où elle était au moment de la disparition de Jody. Au cours de cette soirée, Vicky était rentrée du travail et elle avait trouvé un mot de son mari. Il lui avait écrit qu'il devait aller chercher des pièces d'auto pour réparer une voiture dans un garage qu'il louait. En constatant qu'il n'était pas encore rentré à 3 heures du matin, Vicky se rendit au garage. Elle le vit alors avec une femme. Son mari lui interdit de s'approcher davantage, mais Vicky pouvait nettement distinguer une femme aux cheveux bruns assise sur le siège du passager. Elle demanda à son mari de lui donner des explications. Higginbotham lui répondit qu'il ne faisait qu'une simple promenade avec la jeune femme. Vicky lui demanda de rentrer immédiatement à la maison et elle partit. Son mari rentra 5 minutes après elle. Après ce témoignage contraire aux déclarations de Higginbotham, les policiers interrogèrent ce dernier une seconde fois. Il déclara que la jeune femme du garage était une amie d'un bar du coin. Les détectives croyaient qu'il s'agissait plutôt de Jody McCown. Ils fouillèrent le garage loué par Higginbotham. À l'intérieur de sa voiture, ils trouvèrent un morceau de ruban adhésif vert sur lequel des cheveux étaient restés collés. Ils recueillirent également un bouton blanc où était encore accroché un bout de fil à coudre, des attaches de sac à ordures, un rouleau de ruban adhésif vert et de la corde jaune. Chester Higginbotham avait vraisemblablement assassiné Jody McCown, mais pour le prouver, les détectives devraient retrouver son corps. Au cours des semaines suivantes, ils effectuèrent des recherches dans le secteur du garage, mais en vain. Le 11 octobre, soit près d'un mois après la disparition de Jody, un ouvrier qui travaillait aux abords de la ville
fit une sordide découverte. Le corps décomposé d'une femme se trouvait dans un fossé au bord de la route. Quand les enquêteurs arrivèrent sur les lieux, ils eurent tout de suite l'intuition qu'ils avaient trouvé Jody McCown. La victime gisait face contre terre. Un chandail et des sous-vêtements se trouvaient près de son corps. Les policiers trouvèrent quantité d'indices sur la scène. Il y avait des attaches de plastique noir sur elle et du ruban adhésif vert, identique à celui que nous avions trouvé dans le garage. Il était enroulé autour de sa tête et recouvrait son nez et sa bouche. Ses mains et ses pieds avaient été ligotés avec de la corde jaune, semblable à celle que nous avions trouvée plus tôt. Les analyses dactyloscopiques confirmèrent que la victime était bien Jody McCown. Le médecin légiste effectua une autopsie et recueillit des échantillons de fibres et de cheveux de la victime. Elle enleva ensuite le ruban adhésif pour analyse ultérieure. Suite à l'autopsie, elle put déterminer que la cause probable de la mort de la victime était l'asphyxie en raison du ruban qui lui obstruait le nez et la bouche. Malheureusement, le corps était trop décomposé pour que l'experte puisse confirmer si Jody avait été violée. De plus, il n'y avait pas de fluide biologique en quantité suffisante pour procéder à des analyses génétiques. Au laboratoire judiciaire du service de police de Wichita, l'expert Patrick Cunningham espérait en trouver sur le ruban adhésif. Il appliqua du violet de gentiane pour vérifier s'il y avait des empreintes digitales latentes. Dès que cette teinture est en contact avec des protéines humaines comme celles que laissent des empreintes, elle réagit. Quand le ruban recueilli sur le corps de Jody McCown fut mis dans la solution, les résultats furent décevants. Nous avons ensuite examiné l'endo près de l'endroit où le ruban avait été déchiré. Il y avait bien des empreintes partielles, mais elles n'étaient pas assez nettes pour qu'on puisse les comparer à d'autres. Il restait une dernière chance aux experts judiciaires pour tenter d'inculper le suspect. Au service judiciaire du comté de Sedgwick à Wichita, l'expert Gary Miller allait tenter de prouver par le biais d'une autre analyse que le ruban adhésif trouvé sur le corps de Jody provenait bien du rouleau trouvé dans le garage loué par Higginbottom. Il commença par séparer délicatement les morceaux de ruban adhésif recueillis sur le corps de Jody. Puis, il examina les bouts déchirés pour déterminer dans quel ordre ils avaient été prélevés du rouleau. En mettant les morceaux bout à bout, on peut voir qu'ils s'ajustent parfaitement, un peu comme un puzzle. Nous avons également pu constater que la fibre était identique, de même que la couleur. L'analyse de Miller permit de prouver que le ruban adhésif trouvé dans le garage d'Higginbottom avait bel et bien été utilisé pour bâillonner Jody McCown. Les experts judiciaires comparèrent ensuite les fibres recueillies sur les vêtements de la victime à celles de la moquette du véhicule d'Higginbottom. Sous le microscope, ils purent constater que la texture et la couleur étaient absolument identiques. Les détectives étaient enfin parvenus à trouver des liens physiques entre Jody McCown et Chester Higginbottom. Il ne restait plus qu'à comparer le bouton et le fil à coudre trouvés dans le garage à ceux du chemisier de la victime. Ils mesurèrent les boutons et notèrent toutes les similitudes comme la taille, le motif et le matériau dans lequel ils étaient faits. Les fils du garage et ceux du chemisier de la victime étaient exactement les mêmes. Les détectives disposaient maintenant d'assez d'indices pour procéder à une inculpation de meurtre. Ils firent une reconstitution des événements le soir du meurtre de Jody. Chester Higginbottom a conduit Jody McCown au garage qu'il louait. Il l'a maîtrisée,
l'a ligotée et bâillonnée avec du ruban adhésif avant de la tuer. Il s'est ensuite débarrassé de son cadavre au bord de la route. Chester Higginbottom, connu également sous le nom de Matthew Murphy, a été jugé coupable d'enlèvement et de meurtre au premier degré. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 40 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Par le passé, le temps et les intempéries pouvaient détruire la majorité des preuves de l'implication d'un tueur. Mais les experts en criminalistique ont trouvé de nouvelles façons de recueillir les indices. Les enquêteurs parviennent ainsi à surmonter l'impossible et à rendre justice aux victimes portées disparues.